Et empêcher des rachats par des fonds de pension ou des fonds d'investissement, c'est possible ou pas? Ça dépend dans quelles circonstances. Bien sûr que c'est possible. On peut changer le pouvoir de vote dans un conseil d'administration d'une entreprise suivant l'engagement que prend celui qui place son argent. Je vous explique. Si vous arrivez et que vous dites, voilà, je place mon argent dans cette entreprise pour 10 ans, alors votre pouvoir de vote sera, par exemple, de une voix par action. Je caricature, mais c'est pour qu'on comprenne. Mais si vous arrivez et vous me dites, écoutez, monsieur Mélenchon, moi j'en sais rien, peut-être que je m'en vais dans 6 mois, alors vous aurez 0 pouvoir de vote. Parce que nous comprenons que vous êtes là uniquement, bon, ce qui peut se comprendre, pour avoir un certain retour sur investissement. Le retour sur investissement, aujourd'hui dans les entreprises, qui est exigé des travailleurs, est insupportable. Autrefois, on les traitait de sales capitalistes quand ils prenaient 3%. Maintenant, à 10%, ça ne leur suffit pas. Nous avons des grandes entreprises qui sont bradées alors qu'elles réalisent du 12% de retour sur investissement. Il faut savoir être raisonnable. Il ne faut pas presser comme ça les travailleurs. Donc vous voyez, on a des moyens non pas d'interdire, d'empêcher, mais de nuancer les pouvoirs. Et à partir de là, que voulez-vous? S'il y a un investisseur qui voit que l'entreprise marche, on lui dit vous avez 0 pouvoir de décision dedans, c'est lui qui accepte d'être là. Il prend le bénéfice qui lui est annoncé et c'est tout. Vous voyez, on a plein de moyens techniques concrets. Tout à l'heure, vous me parliez des paradis fiscaux à propos de ce monsieur Cahuzac et des autres. Le président de la République, il dit on va publier la liste. Alors voilà bien une illusion de social-libéral. On va publier la liste des succursales qu'ont les banques dans les paradis fiscaux. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut interdire aux banques françaises d'être présentes dans les paradis fiscaux. Vous voyez, à chaque fois, il faut trouver un angle concret pour régler les problèmes, pas des phrases. Alors ça nous amène à la manifestation du 5 mai. Comme on le voit à Midi Libre, titré en une que Jean-Luc Mélenchon veut donner un coup de balai. Ça leur plaît, le coup de balai. Vous n'êtes pas venu avec le balai d'ailleurs. Alors ça veut dire quoi? Vous voulez renverser le pédalo et son capitaine? Je sais qu'il y a une grande tendance à personnaliser la vie politique, à la psychologiser. Moi, je propose de passer un coup de balai dans les institutions. Elles ont été réformées 24 fois. On dit c'est un régime très stable, la Ve République. Non, c'est un des plus instables qu'il y ait jamais eu, puisqu'on l'a déjà réformé 24 fois. C'est-à-dire au cours des 10 dernières années, une fois par an. Il faut quand même vous rendre compte, hein. Personne n'a l'air de s'en rendre compte, mais c'est ça. Donc il est temps maintenant de fabriquer une constitution qui soit une constitution ouverte sur l'initiative populaire, ouverte sur le contrôle populaire. Voilà ce que je veux faire, nettoyer les institutions, passer un coup de balai sur la monarchie quinquennale. Mais ça ne vise pas l'actuel monarque quinquennal, ça vise les précédents et les futurs, ceux qui auraient la tentation d'être dans cette situation. Vous voyez ? Vous sentez les Français prêts pour le grand soir, ce que vous appelez la 6ème République? Mais bien sûr, les Français ont parfaitement compris que ce n'est pas une affaire de personne, que c'est une affaire de système, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Quand vous mettez côte à côte une monarchie quinquennale et le règne de l'argent roi, boum, ça vous donne ça. C'est-à-dire toutes sortes de gens bizarroïdes qui circulent entre l'un et l'autre et qui sont très dangereux. Donc il faut démonter cette mécanique mortelle et en mettre une autre plus simple à la place. Moi, je vous la résume en 3 points. Les droits écologiques nouveaux de l'homme, qui doivent être... Nous sommes des Français, nous les Français, nous pensons l'universel. Donc là, ça veut dire changer la façon de produire et d'échanger. Deuxièmement, les droits des citoyens dans l'entreprise. C'est pas normal qu'on se retrouve comme un serf dès qu'on passe la porte de l'entreprise. Et surtout, changer les institutions politiques pour donner une capacité d'intervention au peuple. Parce que c'est ça, c'est son contrôle qui ferait vraiment peur. Je vous donne un exemple très concret. S'il y a plusieurs pays, plusieurs États, aux États-Unis d'Amérique, mais au Venezuela, en Équateur, qui ont inventé quelque chose que je trouve magique, qui s'appelle le référendum révocatoire. C'est-à-dire qu'à tout moment, X% d'électeurs, disons 10% d'électeurs, qui signent une feuille en mettant leur numéro de carte d'électeur, disent eh ben, nous voulons qu'on organise un référendum pour, par exemple, pour faire partir le maire ou le président de la République. Et s'il y a la quantité voulue de signatures, le référendum a lieu. Et ce sont les électeurs qui tranchent. Vous voyez, comme ça, de cette façon, on arriverait à marier la stabilité institutionnelle et l'initiative populaire. Il n'y a pas de problème qui nous dépasse. Mais il ne faut pas être prétentieux. Il ne faut pas dire on a trouvé, ça y est, les institutions géniales. Hein, et de toute façon, ça va marcher du moment qu'on a un président de la République. Qu'est-ce que ça vous avez vu ce que ça donne? Ce pauvre Hollande qui se débat tout seul au sommet de l'État, c'est comme s'il n'ait même plus de Premier ministre. Ces ministres disent des choses n'importe quoi. L'irresponsabilité s'est répandue du fait de la concentration du pouvoir sur un personnage qui, quand il est affaibli, plus personne ne dirige rien. Alors je voudrais vous montrer le site de France 24 qui se faisait l'écho d'une phrase du député socialiste Olivier Faure qui disait « Jean-Luc Mélenchon est dangereux », grosso modo en disant que en traitant tout le monde de tous pourris, vous étiez populiste.
Oui, alors, j'ai pas compris où était l'injure dans populiste, parce que dans populiste, il y a le mot peuple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on me dit, une fois, on s'est risqué à une définition. On m'a dit, flatte les bas instincts du peuple. Mais alors, si demander la 6e République, c'est flatter les bas instincts du peuple, je ne comprends plus rien à ce qu'on se dit. Non, les socialistes ont une technique. Ils ne s'occupent plus de l'extrême droite, ils s'occupent à peine de la droite, ils y répondent à l'Assemblée. Ils veulent me diaboliser. Pourquoi? Alors on m'impute des mots que je n'ai jamais prononcés, d'autres fois on donne des proportions absolument inouïes à des phrases banales. J'ai parlé de coups de balai. Je m'amusais d'avance de leur réaction. Alors ils ont fait 3 sauts périlleux arrière d'indignation. Jusqu'à ce que je leur montre que c'était le vocabulaire de Ségolène Royal et que je leur montre que, puisqu'ils me rappellent sans cesse les années 30 et la montée du fascisme, que le coup de balai, c'était leur slogan à eux, les socialistes, dans les années 30. Donc vous voyez, on fait d'un mot la grande affaire. C'est l'idée qu'il faut regarder. Ils me diabolisent. Pourquoi? Parce que des millions de braves gens qui votent à gauche, qui l'ont fait souvent, se disent, mais finalement, c'est Mélenchon qui avait raison. L'austérité amène à la catastrophe. Le système monarchique, c'est le désastre aussi. Alors, on veut leur couper la route pour qu'on leur dise, surtout, n'allez pas voir Mélenchon. Je crois qu'ils préféreraient qu'ils votent Front National plutôt que Front de gauche. Alors, je trouve ça désolant. Alors, il y a le Parti Socialiste, mais il y a aussi des alliés à vous, ou des gens qui ont été vos alliés, qui vous tapent dessus à bras raccourcis. Je vous propose d'écouter ce que José Bové a dit dans la semaine vous concernant. C'était pas tendre. Jean-Luc Mélenchon a été élu au Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, veut dire qu'il faut donner un coup de balai. Mais quand on veut donner un coup de balai, il faut avoir les cuisses propres. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas présent comme il le devrait au Parlement européen, à tel point que le jour où le Parlement a voté une résolution contre le Conseil qui avait mené un budget de rigueur européenne inacceptable, ce Parlement a refusé ce budget, mais Mélenchon n'était pas dans l'enceinte. Mélenchon a signé en revenant de Paris, mais n'a pas participé au vote. La moindre des choses, c'est que quand on veut faire la leçon aux autres, il faut d'abord se la faire à soi-même. Jean-Luc Mélenchon est le 732e député sur 754 en termes de présence. Quand on veut donner des leçons, c'est un petit peu insuffisant. Dans une situation comme ça, avant d'appeler à manifester, qu'on soit clair et qu'aujourd'hui, on assume son mandat que les citoyens ont donné. Il n'y a qu'un mot à dire à Jean-Luc Mélenchon, yabasta. Donc Jean-Luc Mélenchon, yabasta. Grosso modo, il vous reproche de ne pas être assez présent au Parlement européen. C'est ça. Alors, vous vous rendez compte vous-même en l'entendant, il prononce mon nom 10 fois. Je suis devenu tout d'un coup l'homme à abattre pour lui. Ça me donne une grande tristesse, parce que quand lui était dans la lutte, j'ai toujours été à ses côtés. Quand il était jugé, j'étais dans la salle du tribunal. Quand il a été en prison, j'ai fait partie de ceux qui essayaient de lui donner du réconfort. Et là, tout d'un coup, je le vois sortir du bois pour venir me taper dessus et raconter n'importe quoi. Je pense que la jalousie rend bête et méchant. Parce que, voyez-vous, il met en cause d'une manière très grave. Il dit qu'il est présent d'une manière épisodique. Vous êtes présent ou pas? Mais 84% du temps, je suis présent cette année. Et depuis le début de la session, depuis le début que je suis élu, au total, 67% du temps, c'est la même proportion que Daniel Cohn-Bendit. Par contre, j'explique, vous m'entendez, tous mes votes. Je dispose d'un blog sur lequel je ne suis pas présent épisodiquement, moi plutôt que lui, où j'explique chacun de mes votes. Je ne m'occupe pas que des sujets qui m'intéressent moi, je m'occupe de tous les sujets, je donne à connaître à chaque électeur la possibilité de savoir ce qui se passe. J'ai fait des interventions en séance 16 fois plus nombreuses que lui. Mais je ne passe pas mon temps à me vanter, à me comparer et à dire Monsieur Bové ne fiche rien, etc. C'est une manière tout à fait détestable de procéder. Ça me rend triste de voir ça. Pour vous, c'est de la jalousie. Il n'y a pas autre chose. Ben, comment voulez-vous que j'explique ? C'est pas la chasse au Mélenchon est ouverte, quoi. Oui, pour eux tous, mais j'essaye à chaque fois de faire baisser la température. Vous avez vu, par exemple, les expressions qu'il utilise. Il dit quand on veut faire la leçon aux autres. Mais je ne fais pas la leçon aux autres. Je n'ai jamais dit tous pourris. Je n'ai jamais dit, comme il me l'a attribué dans un quotidien régional que j'ai lu, je n'ai jamais dit que les élus étaient tous corrompus. Jamais. C'est lui qui l'invente. Et il répond à cette phrase par une bêtise, une agression qui divise inutilement. Pourquoi utilise-t-il ces méthodes-là? Alors je dis, ça doit être la jalousie, parce que tout d'un coup, il se rend intéressant. Vous avez vu, on le fait venir à France Inter, pas pour parler des gaz de schiste, pas pour parler du nucléaire, pas pour parler de la rédification des sols, mais pour parler de Mélenchon. Alors il est content, on lui donne son sucre, et il jappe de bonheur
en m'accablant de sarcasme. Moi, ça me rend triste, c'est de la division gratuite de l'insulte absolument gratuite. Alors je propose qu'on tourne le plus vite possible la page. J'ai connu meilleur José Bové, celui-là est stupide. Je voudrais parler un petit peu avec vous des municipales et de la stratégie du parti de gauche pour les municipales. A priori, vous devriez partir séparément du Parti socialiste, qui est un candidat du Front de gauche. Au premier tour, oui. Au premier tour, tout à fait. Pourquoi ne pas s'allier avec le Parti socialiste? Parce que c'est une affaire de cohérence, me semble-t-il. Je ne dis pas qu'il faille en faire une règle absolue, le moindre village de France, bon. Et il n'y a pas, je n'appelle pas mes amis à une attitude de sectarisme à l'égard des socialistes. Par exemple, dans les communes que nous gérons, je ne vois pas pourquoi les socialistes qui gèrent avec des maires front de gauche devraient s'en aller parce que nous ne sommes pas contents de la politique qu'ils pratiquent nationalement. Mais après, il y a une cohérence. Voyez-vous, aucun maire sortant socialiste des grandes communes, parce que je veux mettre les autres de côté, les malheureux, tout le monde se débat dans des problèmes tellement terribles que ce n'est pas la peine que je en rajoute un. Mais je parle des grandes villes où le vote est aussi politique. Dites-moi, comment peut-on être à la fois en train de soutenir le gouvernement qui fait une politique d'austérité, qui réduit les dotations globales de fonctionnement ou d'investissement qui sont données aux communes, comment on peut être à la fois pour cette politique-là et ensuite s'en plaindre dans les mairies? Ce ne serait pas cohérent. Les maires socialistes, certaines fois, le font, c'est de l'hypocrisie. Ou bien, par exemple, lorsque le gouvernement veut faire des grosses agglomérations, des grandes métropoles qui avalent tout le monde, nous sommes contre. Donc il me semble que le moment de dire notre opposition politique, c'est le premier tour en constituant des listes. D'autant que nous avons des choses à dire sur la gestion locale conforme à nos idées, c'est-à-dire du pouvoir citoyen et de l'intervention publique, qui sont des choses qui nous distinguent des socialistes. Par exemple, nous sommes pour la propriété publique de l'eau. Nous ne sommes pas pour la mise en affermage de l'eau auprès des grandes sociétés et des compagnies privées. Alors je voudrais vous montrer ce tweet de l'hebdomadaire montpelliérain Je dis tout, qui parle donc des municipales à Montpellier, et qui dit grosso modo en substance que les communistes seraient bien tentés par une alliance avec le Parti socialiste, dès le premier tour pour le coup, au municipal de Montpellier. Vous faites comment dans ces cas-là? Vous partez parti de gauche tout seul? D'abord, commençons d'abord par dire qu'il y a un peu de temps, quoi. Je veux dire, c'est pas à la minute, hein. Bon. Non, mais c'est par rapport au communisme. Moi, chaque fois que je vais quelque part, on me présente moi comme le diable rouge et les communistes comme les gentils garçons et les gentilles filles qui sont prêts à tous les compromis avec les socialismes. Je proteste. Ce n'est pas vrai. Les communistes sont au moins aussi exigeants que moi et pas plus excités que moi d'ailleurs. Et par conséquent, attendez de voir le vote des bases communistes. Parce que vous savez, on m'a déjà dit ça. On m'avait dit ça aux élections européennes. On m'a dit, vous n'y arriverez jamais, ils ne veulent pas de vous. Ensuite, on m'avait dit, vous n'y arriverez jamais aux élections régionales. Et pourtant, nous avons fait une liste commune parce que les électeurs et les militants communistes ont voté. Et après, aux élections présidentielles, on m'a dit, alors là, ne rêvez pas, vous ne serez jamais leur candidat commun. Donc, moi, j'en ai un peu assez qu'on accroche aux communistes la pancarte de petits toutous qu'ils n'ont jamais été. Donc, ce n'est pas vrai. Non, mais je crois que vous verrez que la volonté d'indépendance et d'autonomie des communistes est bien plus grande que tout ce que disent les gens qui veulent les flétrir. Alors, en deux, trois mots, lors des dernières législatives, René Revol, qui est donc du parti de gauche, et mon ami, maire de Grabels, avait dit moi je suis prêt à laisser ma place à Jean-Luc Mélenchon pour les législatives. Est-ce qu'un jour... Vous voyez que c'est un ami, hein, c'est pas souvent que ça a lieu en politique. Est-ce qu'un jour on pourrait voir Jean-Luc Mélenchon ici dans la région? Qui sait? Je vais vous dire franchement, je n'en décide jamais tout seul. Lorsque René Revol m'a proposé de venir ici, il était investi sur une circonscription, il y avait une liste de circonscriptions. Et on a pensé collectivement que l'endroit le plus encourageant pour nos camarades, c'était que j'aille à Hénin-Beaumont en face de Madame Le Pen. Et nous y avons fait un résultat tout à fait admirable. J'ai gagné 1000 voix en 3 semaines. Bon, je n'ai pas gagné. Mais c'est pas mon rôle, c'est d'ouvrir le chemin. Est-ce que vous me verrez ici? Oui, c'est possible. Mais je ne vous garantis pas, par exemple, que je serai forcément la tête de liste aux élections européennes. Ici, je peux l'être ailleurs. C'est une décision politique nationale. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir participé à cette émission. Mes chers concitoyens, vous tous, mes camarades, non seulement ceux qui sont avec tant de patience debout dans cette salle depuis déjà au moins 1 heure ou 2, non? Et puis tous ceux qui sont dans la salle à côté, et puis dans la rue qui, paraît-il, est noire de monde et dont je ne sais à cet instant si j'ai pu encore la patience. Je veux en votre nom à tous dire ce que nous sommes en train de faire. Et je demande qu'on observe ce qui se passe. Nous sommes en train de faire une démonstration de force que nous, et nous seuls, sommes capables de faire aujourd'hui.
démonstration de force qui donne témoignage d'un fait politique majeur dans la grande nation, comme on dit, pour parler de la République française.